Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, je reçois Fabien. Fabien qui est le fondateur de la Eagle Academy. Donc Fabien, merci de ton temps. J'espère que tu vas bien. Avec plaisir, oui, je vais très très bien. Je te remercie, Lucas. Super. Avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que je sais que tu as beaucoup de valeur à apporter, et c'est vraiment ça moi que je recherche en allant à la rencontre d'entrepreneurs optimistes, c'est le partage de valeur pour d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter en quelques lignes, dire ce que tu fais et comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui? En gros, j'aide les entrepreneurs, les indépendants, les patrons d'entreprise à, d'une part, devenir très très efficients, donc extrêmement productifs, travailler beaucoup moins, voire ne plus travailler du tout. Ça, on peut y réfléchir ensemble grâce à des méthodes innovantes. D'autre part, à leur permettre de gagner plus, à générer plus de profit pour plus profiter de la vie. Ce sera un des thèmes, je pense, de l'interview. Et enfin, c'est le troisième axe de la promesse de la Eagle Academy, de la triple promesse, c'est de créer une activité qui devienne vendable, qui soit vendable. D'accord. Et comment est-ce qu'elle t'est venue cette idée? C'est par rapport à ton parcours que tu as eu un jour cette idée de lancer la Eagle Academy? Où effectivement, on donne ce dont on a eu soi-même extrêmement besoin, et c'est bien sûr par là que je suis passé. J'étais d'abord un véritable âne de bas, un staccanoviste de la formation et du coaching. Je travaillais 8 jours sur 7, c'est possible. Et je pensais qu'il n'y avait que ça qui était possible. J'étais convaincu que c'était le seul schéma viable. En même temps, c'est ce que j'avais reçu dans mon éducation, de beaux diplômes. J'ai fait, travaillé beaucoup, j'ai fait, et gagné correctement ma vie, j'ai fait. Et jusqu'au jour où, et ça, c'était un des game changers, comme on dit aujourd'hui. Tu vois, il y a ces moments dans la vie où tu as des twists, quelque chose se passe et les lignes bougent. Et c'est quand j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient déjà absorbé des croyances dynamisantes dont moi j'avais besoin et qui s'étaient débarrassés des croyances limitantes dont je devais moi aussi me débarrasser et qui vivaient tout à fait autrement, qui n'étaient pas sous le fardeau de cet héritage, ce terrible héritage judéo-chrétien qui nous amène à travailler énormément, à gagner notre salaire à la sueur de notre front. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était fake, que c'était des pseudo-gourous qui me racontaient des carabistouilles. Et puis, je me suis aperçu qu'ils avaient raison. Et que probablement, moi aussi, j'avais un gros moteur sous le capot, peut-être une Ferrari coincée sur un parking. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir du parking. D'accord. Et aujourd'hui, alors, ce message que tu fais passer à travers la Eagle Academy, sous quelle forme est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont des conférences? Est-ce que ce sont des formations? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je sais qu'il y a le terme formation que j'adore. Je Oui, trouve que c'est un terme super sympa. exactement. Tu peux nous en parler? Exactement. Ce sont effectivement des conférences, parfois des gros événements en live, évidemment. Mais maintenant, on va aller vers des événements aussi online. Et ce sont des formations, comme tu l'as très bien dit, parce que toujours et résolument orientées vers l'action. Acquérir de la connaissance et n'en rien faire, c'est assez stérile. Euh, Comme on dit, to know and not to do is not to know. Et donc, j'ai construit des formations sur des formats précisément qui permettent aux gens le temps de la mise en œuvre et qui, moi, me permettent de les bousculer, de les pousser à la mise en œuvre parce que c'est un des mindsets que je partage avec eux et qui est la vitesse de mise en œuvre. Speed of implementation, c'est capital, surtout quand tu es confronté à des concurrents qui sont très, très importants. C'est un peu l'histoire de David contre Goliath, hein. Il gagne parce qu'il connaît son adversaire d'une part et parce qu'il est beaucoup plus agile, beaucoup plus véloce. Et donc, à côté de tous ceux qui disent qu'ils vont faire, il y a ceux qui font et qui se dépêchent de faire et qui construisent leur avion dans la descente. Et c'est ce que je propose à mes clients. D'accord. Donc oui, pour toi, tu es convaincu que l'action, c'est vraiment la solution à tout. Le fait de pouvoir réfléchir, réfléchir, accumuler de la théorie, s'il n'y a pas ce petit impact où on passe à l'action, ça n'aboutira jamais à rien, quoi. Alors, je ne vais pas nier l'intérêt de la réflexion et de la pensée, puisque c'est mon école première. Je suis licencié en philosophie, c'est mes premiers amours. Donc, oui, je suis convaincu qu'il faut penser. Je suis convaincu que nous ne prenons pas assez de temps pour ça. Il y a cette citation magnifique de Bernanos, hein, la pensée qui ne conduit pas à l'action ne vaut pas grand-chose. L'action
ne possède pas de la pensée ne vaut rien du tout. Mais il y a aussi Sartre, si on reste avec des penseurs, et finalement, l'existentialisme peut se résumer à un homme est la somme de ses actes. Je pense qu'un entrepreneur aussi, et que l'entrepreneur doit aller un pas plus loin et se dire que l'entrepreneur est aussi la somme de ses audaces. Mais peu importe, dès qu'il y a audace, ça veut dire qu'il y a acte, il y a action. Pas n'importe quelle action, ce que je leur propose à mes clients, c'est le modèle curare, Q de la question, Q question. Est-ce que je peux poser une question extraordinaire, me poser une question extraordinaire? C'est pas banal, ça semble banal, ça ne l'est pas. La plupart du temps, on ne se pose pas des questions extraordinaires. On se pose des questions peut-être, et encore, mais rarement des questions non ordinaires. Et souvent, quand vient le moment de la réponse, ben la réponse est tout à fait ordinaire parce que c'est la première réponse qui nous tombe sous le coude. Et cette première réponse, c'est comme les premiers éléments qui surgissent lors d'un brainstorming. On appelle ça la purge. Le phénomène de la purge, c'est les 20 premières minutes d'un brainstorming. Bon, c'est pas intéressant. Les gens pensent qu'ils sont créatifs, mais pas du tout. Et donc, Q, question extraordinaire, R, réponse extraordinaire, donc pas la première, puisque ce sera la réponse qui viendra en dehors de la zone de confort, évidemment. Et puis A pour une action extraordinaire et R pour un résultat extraordinaire. Et donc, on voit où les problèmes se situent. Le premier problème, c'est qu'on pose rarement des questions, encore moins des questions extraordinaires. Le deuxième problème, c'est qu'on y répond à l'emporte-pièce. Le troisième problème, c'est qu'on n'agit pas parce qu'on attend que les conditions soient mieux réunies, parfaitement réunies, ce n'est pas le moment, etc. Et voilà pourquoi j'ai dit, il faut construire l'avion dans la descente. D'accord. Tu aurais un exemple de question extraordinaire comme ça? Tu auras un exemple d'une question, parce que c'est vrai que quand on l'entend comme ça dans la théorie, on pourrait se dire, mais quelle question est-ce que je pourrais me poser un peu extraordinaire? Oui. Est-ce que tu auras un exemple ou peut-être une question que toi, tu t'es posée à l'époque qui a fait que tu as changé d'état d'esprit? Ben comment puis-je faire pour être plus heureux dans un an qu'aujourd'hui? Ça, c'est une question extraordinaire. D'accord. Comment puis-je doubler le taux de satisfaction de mes clients? C'est une question extraordinaire. Comment puis-je multiplier mon business par 10? C'est une question extraordinaire. C'est en fait une question que les gens n'osent pas spécialement se poser habituellement parce qu'elle pourrait faire peur ou parce que quand j'entends souvent la question de comment multiplier mon business par 10, je trouve que c'est très rare de voir des entrepreneurs qui aujourd'hui sont des entrepreneurs que j'appelle classiques se poser cette question. Par contre, effectivement, quand je vois les conférenciers que tu amènes et même toi dans tes discours, la question du x10 sur le business revient quand même souvent. Ben, elle revient, oui, parce qu'il y a dans le marketing aujourd'hui une tendance qui est extrêmement importante et qui est d'ailleurs l'objet en grande partie de mon prochain gros événement en mai. C'est ce qu'on appelle le growth hacking. Le growth hacking, donc comment on peut hacker, donc pirater la croissance, comment, autrement dit, on peut générer des croissances exponentielles avec extrêmement peu de moyens. Moi, j'ai un bel exemple de croissance extraordinaire et c'est un exemple qui est dans cette pièce, c'est mon épouse qui a multiplié son business par 10 en un temps record. Et en appliquant des stratégies, des principes que beaucoup entendent ou lisent ou connaissent, mais encore faut-il, et toute la question est là, agir. Agir d'une manière concertée, concentrée, focalisée, en mettant, et c'est aussi une notion intéressante, en mettant énormément d'intensité. Ce n'est pas le tout que l'action soit juste, encore faut-il qu'elle soit intense. D'accord. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais et quelle intensité je mets dans ce que je fais? Par exemple, quelle est notre intensité durant cette interview? Est-ce que toi, tu me poses les questions en expirant parce qu'il faut bien que je déroule cette interview, j'appuie sur le bouton, j'enregistre, puis dans 20 minutes, je passe à autre chose? Ou est-ce que tu es vraiment présent pleinement à l'instant, complètement concentré sur cet échange entre nous? Et puis, qu'en est-il de moi, l'interviewé? Est-ce que je donne de l'intensité à cette interview ou est-ce que j'ai appuyé sur un bouton parce que, après tout, c'est des thématiques sur lesquelles j'interviens tous les jours, je connais ça par cœur, c'est trop facile et je suis comme le lièvre et j'attends que la tortue soit tout près de la ligne d'arrivée. Quelle est l'intensité? et, et finalement, il y a peu de personnes qui se posent la question de l'intensité parce que ça coûte. Finalement, c'est un point intéressant sur lequel on peut s'attarder.
c'est qu'il y a toujours un prix à payer et que les choses nous coûtent. Or, c'est une vague, c'est une déferlante, il me semble, aujourd'hui, c'est que on veut nous faire croire que les choses sont extrêmement simples, et souvent elles le sont, ça c'est vrai, parce que les principes sont simples. Mais faciles, elles sont rarement. En tout cas, si tu veux viser des objectifs vraiment très élevés en termes de développement de ton business ou de développement personnel, eh bien, il y a un prix à payer. Mais pour beaucoup, le bonheur, c'est justement pas d'effort. C'est pas du tout ma conception de la chose. Et parfois, je me demande même si le bonheur en soi est intéressant comme poursuite. Est-ce que vraiment je vais le poursuivre? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus excitantes que le bonheur, surtout quand je le résume à une plage, un palmier, un mojito? Voilà, ça Ça dépend de notre définition du bonheur aussi et de ce qu'on recherche. Parce que je rebondis sur ce que tu dis. Moi, depuis quelques semaines, j'écoute un peu un de tes conférenciers qui va venir au mois de mai. C'est Julien Musi, leader de ton marché. Et effectivement, quand tu l'entends, c'est simple, les idées qu'il donne, etc. Et derrière, bah, dans son programme, c'est justement aider les gens à être intensifs par rapport à l'action. Parce qu'effectivement, la théorie, je la connais, je la maîtrise depuis des semaines, mais c'est vrai qu'il faut passer du temps, il faut passer de l'intensité à mettre les choses en place, à faire le suivi, à changer, à avoir l'humilité de se dire bah, j'ai peut-être pas fait le bon premier choix, je m'adapte. Donc je comprends ce que tu dis par rapport à l'intensité. Je crois que c'est un problème, c'est que les gens pensent il y a des secrets, il y a des baguettes magiques qui sont là et qu'en fait on a les principes et hop, c'est fini, on n'a plus besoin de rien faire. Donc Mais ouais, c'est un point intéressant. le secret est sans doute dans le travail, même si j'aime pas ce mot parce qu'il est extrêmement mal connoté. Mais le secret, en fait, c'est ça. Et c'est un secret douloureux et difficile à avaler. Julien Musi, il a été un grand espoir du tennis. Il a été à un très haut niveau étant jeune en tennis. Hein, j'entends parce que parfois, quand on met numéro 1 en tennis, les gens disent ouais, comme s'il avait joué contre Federer, etc. Bien sûr que non, mais sinon ça se saurait. Mais donc, il sait que, c'est ce que m'avait dit un jour un prof de sport collectif, de cours collectif, qui était un champion de karaté. Il avait dit, pour qu'un coup soit automatique, il faut le répéter 10 000 fois au karaté. Et pour qu'il soit instinctif, il faut le répéter 100 000 fois. Et tu vois, ce n'est pas le tout de le répéter 100 000 fois. Quelle intensité je mets dans chacune des fois. Et donc, ce travail-là, qui le consent? Qui est prêt à dire je mets cette énergie? Or, non seulement c'est rarement le cas, mais en plus, souvent, il y a un camouflage et on se camoufle derrière, ça viendra avec l'expérience, ce qui est une ânerie sans nom. C'est comme si, j'aime bien cet exemple parce que je le trouve éclairant, c'est comme si je disais, moi, de facto, je suis meilleur pilote qu'Hamilton. Et si tu me donnes une Formule 1, je vais évidemment gagner le championnat du monde. C'est logique et c'est normal. Je conduis depuis tellement d'années, j'ai tellement de kilomètres au compteur que je suis fatalement meilleur pilote que lui parce que j'ai plus d'expérience. C'est une ineptie. Parce que ça voudrait dire aussi que je tape à une vitesse absolument foudroyante, supersonique sur mon PC. Mais c'est faux, je tape à deux doigts, je suis extrêmement lent. Et pourtant, je tape depuis bien plus longtemps que toi, sûrement. C'est pas parce que j'ai cette expérience que j'ai mis une intensité et que j'ai mis une visée de performance et d'excellence. Et là encore, c'est un point où le bas blesse, c'est que les gens font ce qu'ils font, mais il n'y a pas une recherche d'excellence. Or, et c'est un conseil que je peux donner comme ça, ex abrupto, c'est intéressant au moins de se poser la question, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui un tout petit peu mieux qu'hier? Et parfois, tu ne cherches même pas la réponse, puisque la question est bien plus riche. Et tu envoies la question à ton cerveau, puis tu le laisses fonctionner avec ça. Mais au moins se demander, comme je me suis posé la question avant cette interview, comment puis-je mieux réussir cette interview que la précédente? Ça ne veut pas dire que j'y parviens. C'est pas ça le message. Mais au moins, je me pose la question. Ouais, tout à fait. Et c'est une question intéressante et riche. C'est de l'humilité aussi de la part de l'entrepreneur de se dire ce que j'ai fait là n'est pas non plus parfait et toujours aller chercher l'amélioration, aller chercher vraiment les compétences supplémentaires, quoi. Ah, oui, alors c'est intéressant que tu parles de l'humilité. Humus, hein, la terre, l'humilité, c'est le retour à la terre. Et j'ai beaucoup cité ces derniers temps Charles Pépin, qui est un philosophe français qui m'a énormément inspiré dans ses différents ouvrages, puis que j'ai eu la chance de rencontrer à Solvay. Et lui a, a, a écrit un livre, Les vertus de l'échec. Et quand tu le rencontres en interview, en conférence, il dit l'échec, il me ramène à la terre.
et donc il me rend humble. Alors que le succès me met plutôt en lévitation, ça c'est mon interprétation de son propos. Et en lévitation, je ne comprends pas forcément ce qui m'arrive et pourquoi ce succès m'arrive. Je ne l'interroge pas non plus. Et si je suis grisé, alors le risque, c'est que je perde vite les pédales et que j'oublie d'avoir cette humilité. Mais tu sais, quand on est un homme, donc rien qu'un homme, humain, trop humain, aurait dit Nietzsche, alors si on n'est pas humble, il y a de quoi se poser des questions. Ouais, tout à fait. Je rebondis sur ce qu'on discutait tout à l'heure. Tu m'as parlé de 7 piliers. Là, on arrive vraiment dans le côté peut-être plus pratique de cette interview. Oui. Vraiment, là, on va pouvoir apporter, je pense, de la valeur. Tu m'as parlé de 7 fameux piliers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et Mhm. nous les citer? Oui, donc j'évoque les 7 leviers du profit. Et ce sont 7 leviers que j'ai transposés à la vie réelle, puisqu'une fois de plus, le mot profit peut être pris dans une acception bien plus large. Et tu te dis, ben, est-ce que je génère du profit pour mon entreprise et c'est tant mieux, sinon elle ne survivra pas et elle ne générera pas de la valeur pour la communauté. Mais par ailleurs, est-ce que je peux moi aussi profiter pleinement de cette existence si éphémère? Et les 7 leviers du profit, tu vois, voilà, ça c'est au moins autant de questions et sûrement bien plus qu'un entrepreneur peut se poser, et ce seront des questions stratégiques. Quand tu réfléchis au profit, tu as, en gros, pour moi, hein, tu as deux voies. La voie de Jay Abraham, avec qui j'ai la chance d'être en formation et en mastermind, c'est une pointure et pourtant, il reste humble, vraiment, quand tu échanges avec lui, c'est un homme d'une grande humilité. Et son apport au monde du marketing, notamment pour les PME, mais pas seulement, absolument considérable. Et lui, il propose 3 leviers de profit. Premier levier, est-ce que je peux déployer une stratégie pour obtenir plus de clients? Deuxième levier, est-ce que je peux déployer une stratégie pour augmenter le panier moyen? Si mon client ordinairement m'achète pour 10 euros, en moyenne pour 10 euros, est-ce que je peux passer à 12, par exemple? Et troisième levier de profit, comment puis-je m'y prendre pour augmenter sa fréquence d'achat? Autrement dit, le fidéliser davantage. S'il m'achète une fois par mois, est-ce que je peux m'arranger pour qu'il m'achète une fois toutes les 3 semaines? Et donc, quand tu travailles sur les 3 leviers en même temps, tu as une croissance exponentielle, une croissance à 2 chiffres. Alors, ça semble très incongru de parler de croissance à 2 chiffres en pleine crise du coronavirus, et pourtant, c'est aussi intéressant de réfléchir à l'étymologie du mot crise, hein, crisis en grec, ce qui sépare. Et donc, quand on dit qu'une crise est une opportunité, c'est précisément parce que, comme elle ouvre un espace, elle crée une fenêtre d'opportunité. Soit. Passons. Euh, Pete Williams, que tu connais peut-être puisque tu me suis, que j'ai fait venir l'an dernier au Dolce à la Hulpe lors de la 3e édition du congrès. Donc lui, il est australien, on l'a appelé le Richard Branson australien, pour une raison assez rigolote, mais je ne vais pas expliquer ça ce matin. Et Pete, lui, il a raffiné le processus des 3 leviers et il en propose 7. Et le modèle est absolument étourdissant, absolument étourdissant. Et il dit, voilà, premier levier, comment puis-je faire pour générer plus de trafic? Par exemple, quand tu as une chaîne YouTube, comment tu peux faire pour drainer plus de trafic sur ta chaîne ou sur ta page Facebook ou sur Spotify puisque tu y héberges tes bavardages ou sur ton site. Maintenant, je parlais de mon épouse qui a un institut de beauté. Comment elle peut faire pour que les gens passent plus souvent devant son institut? En l'occurrence, on va chez elle sur rendez-vous, mais on pourrait se poser la question, si tu es libraire, comment faire en sorte que les gens passent plus vite devant chez moi, éventuellement poussent la porte. Et à ce stade, donc c'est le levier trafic, tu as ce qu'on appelle des suspects. Un suspect n'est pas encore un prospect. Dans mon cas, quand je fais des pubs essentiellement sur Facebook, c'est le canal privilégié pour ce qui me concerne, hein, ce n'est pas forcément pour tout le monde, eh bien, le suspect ne devient prospect que quand il s'est inscrit à une conférence en ligne ou en présentiel. Tant qu'il n'est pas inscrit, tant qu'il n'a pas posé l'acte de l'inscription, il est toujours dans la catégorie suspect, il n'est pas encore transformé en prospect. Et déjà à ce stade, tu peux te demander comment puis-je avoir plus de suspects et quelle stratégie je mets en œuvre pour que plus de suspects se transforment en prospects. Et puis, troisième levier, comment
je m'arrange, quelle stratégie je mets en œuvre pour que plus de prospects deviennent clients. On est alors au stade de la conversion. Et puis, je me demande comment à ce client vais-je vendre plus d'articles. Tu vois, donc J. Abraham parle du panier moyen, Pete Williams, il parle du nombre d'articles et du panier moyen. Parce qu'il y a des prix que tu peux augmenter, mais parenthèse, quand vous augmentez vos prix, ayez au préalable surtout augmenter votre valeur. Et puis, tu te poses la question de la fréquence aussi, tout comme J. Abraham. Et puis, je pense que je n'ai rien oublié, tu te poses la question de la marge. C'est le dernier levier. Autrement dit, comment je négocie ou je renégocie avec certains fournisseurs pour compresser les coûts. Attention, mise en garde, je compresse les coûts qui ne sont pas stratégiques. Les coûts stratégiques, idéalement, ben, je les développe. Et là, c'est de nouveau une parenthèse, mais en cette période très particulière de crise de coronavirus, typiquement, la plupart des entrepreneurs vont réduire leur budget communication, erreur. Ils vont réduire leur budget formation, deuxième erreur. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en Skype avec une cliente pour un coaching et la question se pose pour elle, je vais mettre des gens en chômage économique. Ben oui, pourquoi pas, c'est une option, mais il faut songer à ceci, c'est que quand je mets des gens en chômage économique, je ne produis plus de valeur. Est-ce que c'est le moment d'arrêter de produire de la valeur? Ben, quand tu poses la question, en général, tu as la réponse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les gens en chômage économique, je lui ai dit, encore faut-il savoir qui et qui tu ne vas pas mettre en chômage économique. Soit, je reviens, j'aime bien les digressions, je reviens sur les 7 leviers. Quand tu actionnes les 7 leviers, tu as de nouveau une croissance exponentielle et je peux éventuellement le montrer Oui, un à grand travers plaisir. un partage. Voilà, alors tu vas voir, euh, ça c'est ce que je viens d'expliquer, donc je vais vite. Hein. Voilà, donc plus de suspects, plus de prospects, mais c'est chaque fois des stratégies différentes. Plus de prospects qui deviennent clients, c'est encore une autre stratégie. Comment j'augmente le nombre d'articles, c'est une autre stratégie. Comment j'augmente le prix moyen, comment j'augmente la fréquence et comment j'augmente la marge. Mais ce qui m'intéresse, voici Pete Williams, c'est ça. Alors pour le coup, je vais malheureusement mettre mes lunettes. J'espère que la connexion permettra. Donc, quand tu lis le livre de Pete Williams, il te donne accès à un certain nombre de ressources. Et cette ressource-ci, je la trouve juste sidérante, fabuleuse. Et elle me fait comprendre pourquoi mon père me disait que les maths, c'est beau et c'est de la poésie. Quand tu regardes l'outil, c'est le calculateur, tu Là, dis, ici, ben ça voilà, coupe à l'écran, je ne le vois pas. J'ai toujours le. ah, Là, j'ai tu ne le toujours. vois pas, alors, oui, c'est normal, c'est que j'ai pas forcément partagé ce que je devais partager. Alors, j'arrête le partage, je recommence et ah, bon, ça ne fonctionne pas. On va y arriver. Prenons le temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc, je vais alors retenter. Mais évidemment, Zoom ne permet pas toutes les fantaisies telles qu'on le pense parfois. Donc là, normalement, tu ne le vois toujours pas, mais Je te peut-être revois, ici. toi, ouais. Ouais. Voilà. Et là, par contre, tu le vois. On est Voilà, d'accord? ouais. Là, je le vois, ouais. Et donc, ce calculateur, tu vois, on va supposer qu'on n'est pas bon et on va se contenter de maigres victoires, de toutes petites victoires. Donc, on va dire, ben, je fais quelques petits efforts, peut-être un petit peu plus payantes, ou je vais mieux référencer mes vidéos sur YouTube. Allez hop, je chope un tout petit peu plus de trafic. J'ai un lead magnet, donc un aimant à contact, un aimant à lead qui est un tout petit peu plus performant. Allez, j'augmente d'1% l'efficacité de ce levier. Je suis une formation en technique de vente pour convertir davantage de prospects en clients. Je propose systématiquement des produits un tout petit peu plus chers. J'ai une cliente qui vendait des sandwichs et elle a augmenté de quelques centimes le budget de chacun de ces sandwichs. Et je peux vous dire que sur le nombre, à la fin de l'année, ça fait une différence.
et je parviens à augmenter comme elle mon prix moyen et j'augmente un tout petit peu le, la fréquence d'achat. Et comme je ne suis pas bon en négociation, je n'augmente que très, très faiblement ma négociation avec les fournisseurs. Et tu vois, j'ai quand même 7,76% de profit en plus. Donc, ce n'est pas une croissance à deux chiffres, mais notons que j'ai été extrêmement, extrêmement mauvais à tous les niveaux. Maintenant, si je le suis un peu plus et que je me donne un peu plus les moyens, ben, tu vois que à la fin, quand j'ai travaillé sur ces différents leviers, j'ai 45, ça reste des petits victoires, hein, j'ai D'accord. 45,88% d'augmentation de profit. Et ce qui est intéressant, je vais revenir je, je vais revenir voilà, à nous deux. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir une fois encore à ce qui va me coûter le moins d'énergie. Autrement dit, je vais cueillir ce qu'on appelle le fruit le plus bas. Je vais cueillir la pomme qui me tend les bras, qui est là à portée de main. C'est peut-être pas la plus belle, mais elle est certainement goûtue. Et je ne vais pas m'exciter pour grimper au sommet de l'arbre. Donc, quels sont les plus petits efforts que je peux fournir pour cueillir les fruits les plus bas? Ça, c'est une question que je peux me poser. Je peux aussi appréhender un levier par semaine. Ça, c'est la proposition de Pete. Ou si c'est trop ambitieux, tous les 15 jours ou même tous les mois. Et donc, en mois 1, levier trafic. En mois 2, par exemple, levier prospect, donc l'opt-in, parce que c'est le moment où le suspect te donne ses coordonnées et te donne la permission, par la de marketing de permission, de communiquer avec lui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu travailles sur chacun de ces leviers? C'est simple, tu te demandes qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour avoir plus de suspects? Quel budget j'y consacre? Quelles ressources j'y consacre? Qu'est-ce que j'enlève parce que ça ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'amplifie? Et c'est à ce stade que j'en profite pour vous dire à tous qui nous regardez, soyez des obsédés des chiffres. Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas obsédé par les chiffres, il va se vautrer, évidemment. C'est Alors, comme j'ai un truc je te coupe juste 2 secondes pour une petite parenthèse. Effectivement, moi, je détestais les chiffres. J'étais à l'école, j'étais mauvais là-dedans. Et c'est vrai que depuis que dans mon business, en tout cas aujourd'hui, je regarde les chiffres, ça devient en fait un jeu. Ça devient un jeu parce que mon but, c'est comme un jeu vidéo, c'est de m'améliorer, d'améliorer mes stats, etc., et de grandir. Et donc, je vois le business en fait différemment et je vois les chiffres aussi différemment. Là où c'était une punition à l'époque, ça devient un peu ma petite dose de dopamine qui me motive à dire, bah tiens, là j'ai fait 5%, bah, le mois suivant, j'ai envie de faire 6. Et chaque fois m'améliorer et trouver des stratégies pour pouvoir améliorer. Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup ont, c'est qu'ils sont même incapables de donner leurs objectifs annuels ou même leurs objectifs mensuels. Et donc, ils ne savent pas où ils se retrouvent par rapport à leurs chiffres. Et donc, bah, quand tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas vers où tu veux aller, quoi. Donc, c'est oui, quelque alors chose. la notion de jeu, je la trouve très intéressante. Je travaille avec deux coachs qui nous ont alertés sur le fait que souvent nous mettons de l'enjeu plutôt que du jeu Ouais. et de la lourdeur plutôt que de la légèreté. Donc, ce sont des coachs qui nous apprennent, un, à être léger et deux, à être dans le jeu. Et quand tu es dans le jeu, de facto, tu es léger. Et je trouve ça très intéressant, comme tu le dis, de jouer. Comme un Et, enfant. Et un point que, oui, c'est ça, c'est en fait, il faut garder son. Je pense que même si on veut évoluer, le fait de garder un jeu, c'est excitant, ça donne envie de se dépasser et on ne le voit pas comme une plaie de travail. Mais j'en profite aussi par rapport à tout ce que tu dis. Il y a un facteur qui pour moi est très commun et on en a parlé aussi un peu avant cette vidéo, c'est le mindset. C'est-à-dire Oui. qu'avant de réussir à arriver à ces 7 leviers, je pense qu'il faut commencer d'abord par un mindset. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas ce bon mindset ne veut pas y arriver. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu de ce mindset? Oui, donc on appelle ça l'état d'esprit. Alors déjà, ça me semble intéressant de, d'enlever la chape de culpabilité. J'entends, si la personne qui nous regarde se dit, oh, moi j'ai un mindset pourri, j'ai un état d'esprit pourri, c'est pas grave, on en est à peu près tous là. Moi, franchement, la première semaine de confinement, j'étais au taquet. Et puis, voilà, j'ai eu trois journées extrêmement difficiles. Et franchement, heureusement que j'avais une ou deux personnes autour de moi qui me remontaient. Sinon, c'était très compliqué. Donc, entretenir un bon mindset, c'est un vrai boulot, hein. C'est un vrai, vrai boulot.
certaines personnes sont plus douées que d'autres pour ça. C'est comme l'optimisme. Tu disais, j'aime bien m'entourer d'entrepreneurs optimistes. Je te comprends, je te rejoins. Moi, je dois avouer, mon optimisme n'est pas une spontanéité. Ce n'est pas un jaillissement pur. Bien au contraire. Bien au contraire, au fond de moi, ma nature profonde n'est pas celle-là. Ma nature profonde est pessimiste, elle est noire, elle est assez tragique. Et alors, c'est pas grave. Et c'est parfois pas inintéressant. Je te donnerai un exemple qui me vient aussi de mon coaching du matin. C'est pas forcément inintéressant. Mais donc, cultiver l'optimisme, se dire la fameuse image, je regarde le verre à moitié plein, bon, ok, c'est un peu confond, c'est un peu neuneux, mais ça reste puissant. Mais c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Et tout à l'heure, quand je te disais, parfois se poser la question, ça suffit, ben, se demander, tiens, est-ce que j'ai le bon état d'esprit aujourd'hui? Comment puis-je faire pour avoir un meilleur état d'esprit aujourd'hui? Ou s'interdire, et ça c'est aussi un challenge pour moi, s'interdire de prononcer certains mots, alors même qu'ils affleurent à tes lèvres, s'empêcher de les prononcer, parce que si on les prononce, on renforce l'état d'esprit nauséabond qui nous tire vers la fange et qui nous engloutit. Ça, c'est vraiment pas une bonne option. Mais donc, c'est très compliqué. Pourquoi? C'est très compliqué parce qu'on est le fruit de son environnement et que quand tu regardes les médias, c'est extrêmement anxiogène, tout ce qui s'échange en ce moment. Il y a deux, trois feux d'artifice, mais ils sont rares. C'est très anxiogène et c'est difficile de faire fi de ça. C'est difficile d'être dans un environnement anxiogène et de se tenir droit et souriant et léger et joyeux et dans le jeu. Celui qui me dit oui, moi je ne suis pas impacté, je ne crois pas. C'est un menteur ou c'est un psychopathe et il a zéro empathie, il a zéro émotion. Alors oui, je peux le croire, sinon je ne le crois pas. Et donc, moi, un des shifts dans ma carrière, c'était quand j'ai rencontré ces entrepreneurs dont je parlais qui avaient cet état d'esprit. Ça m'a énormément inspiré, mais j'ai encore beaucoup de besoin d'eux parce que comme ce n'est pas ma nature profonde, je vais avoir tendance à glisser un peu plus vite que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout Et à tout à fait. l'heure, parfois, alors peut-être que le pessimisme n'est pas le mot qui convient, mais tout à l'heure, quand je coachais cette patronne d'entreprise, elle a des décisions cruciales à prendre, critiques, et je l'ai encouragée à organiser une réunion avec quelques membres de son équipe, et je lui ai dit, ça serait intéressant que tu aies un contradicteur, quelqu'un qui va systématiquement démolir toutes les idées. Sinon, alors, ça dépend à quel moment il procède. Hein, on pourra une autre fois parler de la stratégie de Disney pour créer. Et donc, il y a des moments propices pour ne surtout pas critiquer ce qui est exprimé et d'autres où c'est intéressant de le faire. Mais un contradicteur, il peut agiter un drapeau rouge et c'est aussi intéressant de l'avoir dans l'équipe. Tu vois l'idée? Ouais, tout à fait, pour vraiment ouais, avoir une nouvelle perspective aussi, un peu d'un côté. En fait, c'est ça, oui. Une perspective qui va obliger ceux qui défendent un point de vue à l'étayer, à l'argumenter, donc à le solidifier. Et là, on vérifie la robustesse. C'est un peu comme si tu disais, voilà, moi, je crée une sécurité pour les enfants dans la voiture et voilà, je la vends. Non, pas du tout. Je ne la vends pas avant d'avoir effectué des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de tests en laboratoire où l'équipement est soumis à des pressions inouïes et quand il aura résisté à ces pressions inouïes, alors seulement on mettra le bébé dedans. Ouais. Et parfois, tu vois, c'est une époque un peu curieuse où on n'ose pas toujours se dire les choses. On prend des mots qui affaiblissent la réalité, qui l'atténuent, qui la lissent. Bon, le bête exemple, c'est de dire une longue maladie, on lui place du cancer, il est parti, on lui place de il est mort, voilà. Un malentendant, un sourd, un malvoyant, un aveugle, disons les choses. Et, et aujourd'hui, parler d'échec, pour revenir à Charles Pépin, ça ne se fait pas. Pas d'échec. On évacue la notion d'échec. Euh, Et ça, c'est et très donc, européen, non? Aux États-Unis, il y a une autre mentalité par rapport c'est à l'échec. différent. Ouais. C'est très différent. Une fois de plus, on voit l'intérêt de la culture. Alors, je ne vais pas non plus dresser un tableau idyllique des États-Unis. Je les connais bien, j'y vais très souvent et j'adore ce pays. Je le considère comme ma deuxième patrie. Mais c'est vrai que sur ce plan-là, ils n'ont pas la même approche que nous. Quand un entrepreneur se plante, fait faillite, bon, on estime qu'il a appris des choses. Ici, on n'est pas dans un pays
qui est propice aux entrepreneurs. Hein. Je On pense les qu'on aide pourrait le pas. devenir. On pourrait le devenir. Cette mentalité commence un peu à traverser l'océan et venir ici ou pas encore? Tu sais, l'être humain a une capacité de prédiction extrêmement faible. Je pense qu'on prédit aussi bien que des singes sur une machine à écrire. On ne fait pas mieux qu'eux, en fait. Ça a été prouvé. Donc, bien malin qui peut prédire ça, et je ne vais certainement pas m'y hasarder. Par contre, je crois, sans me tromper, pouvoir dire que je ne le verrai pas de mon vivant. Ça, c'est clair, parce que c'est fortement ancré dans notre ADN. Ce qui peut par contre se passer, c'est que toi comme moi, on côtoie tellement d'entrepreneurs qu'on finisse par s'imaginer que les choses changent. Tu sais, moi, je suis passionné de chevaux et pendant longtemps, j'ai cru que toute la Belgique montait à cheval. Je voyais des camions avec des chevaux partout, je voyais des chevaux dans les prairies partout. Je continue de les voir. Je pense que ma perception, comme toutes les perceptions, est extrêmement sélective. Je vois ce qui m'arrange. Et donc, nous voyons beaucoup d'entrepreneurs, mais au final, qui va regarder cette vidéo? Ça intéresse qui? Mais cette levée du profit, presque personne. Tout à Presque fait. personne. Ben écoute, on arrive au terme de ce bavardage. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, une dernière astuce, un dernier mot à partager ici avant qu'on clôture? Quelque chose, peut-être un projet sur lequel tu travailles que tu aimerais partager ou voilà. C'est ta petite minute. Oh, Placement. wow. Oui, la, on a parlé de Nietzsche, et chez Nietzsche, il y a quelque chose qui me fascine, c'est sa doctrine de l'éternel retour. On a aussi évoqué la notion d'intensité. Ça veut dire quoi l'éternel retour? Ça veut dire, est-ce que je peux vivre cet instant de telle façon que je pourrais le revivre éternellement? Est-ce que donc je peux y mettre une telle intensité que je pourrais le revivre éternellement? Et je vous conseille ça. Je vous conseille de considérer votre vie comme une œuvre d'art et vous demandez quel artiste êtes-vous? Est-ce que cette œuvre sera digne de faire partie des plus belles expositions de la planète? Ou est-ce qu'elle sera à peine digne d'être dans une cave et surtout vue de personnes? Ça, je trouve que c'est des questions intéressantes et extraordinaires à se poser. Et puis, quant aux actions, ben, si vous suivez Lucas, vous pouvez aussi suivre la Eagle Academy. Je serai très heureux de vous accueillir dans la communauté des aigles. Tu sais redonner juste ton site internet, je le mettrai en description de la vidéo, mais est-ce que tu sais dire où on peut te retrouver? Eagleacademy.be, Eagle, E-A-G-L-E, Academy avec Y.be. Et pour l'anecdote, le pourquoi de la métaphore de l'aigle, c'est parce que l'aigle est l'oiseau qui déploie le plus d'efforts pour s'envoler, le moins d'efforts en vol. C'est aussi l'oiseau qui peut à la fois avoir une vue générale, avoir un champ de vision très large et se focaliser. Et puis, c'est le seul qui peut regarder le soleil en face. Excellent. Ben, écoute, un grand merci pour ton temps. Je suis persuadé qu'on va de toute façon se recroiser et rediscuter parce que voilà, je pense qu'il y a même état d'esprit et moi j'adore discuter. Juste petit dernier point, je sais que tu as un événement prévu en mai aussi. Oui, Où est-ce que le aussi European Marketing Summit, avec notamment, je parlais du growth hacking et le fondateur, le créateur du growth hacking est très sympa en août, s'appelle Sean Ellis. Il viendra de Los Angeles expressément pour nous. Alors, s'il ne peut pas venir pour les raisons qu'on imagine, de toute façon, l'événement aura lieu en ligne. Toutes les informations sont aussi sur le site. À European Marketing Summit, l'onglet événements. Parfait. Ben, écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne continuation et encore merci pour le temps que tu m'as accordé. Bon vol avec les aigles, Lucas. Merci à toi aussi.